Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ERP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, aujourd'hui on aborde le deuxième épisode de la série consacrée à la mesure de l'impact des actions de communication. Je reçois Tiffany Foucart, Sales and Marketing Manager chez Oxypress, le leader du marché belge du Media Monitoring. On l'appelle parfois pige ou revue de presse. Le Media Monitoring, c'est ce service qui vous permet de recevoir chaque jour une revue de presse de vos mentions de votre marque dans les médias, print, audiovisuel ou web. Avec Tiffany, on va aborder bien plus que le suivi et l'analyse des retombées presse, mais également comment la Brand Intelligence vous permet d'identifier ce qui vit dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, afin d'en tirer des opportunités de communication et pourquoi pas, des opportunités business. C'est parti pour une demi-heure de discussion très intéressante avec Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour Julien. Voilà, donc Tiffany, tu es Sales and Marketing Director chez Oxypress. C'est exact. Je suis client d'Oxypress depuis au moins 7 ans. Oui. J'ai vu que votre métier avait évolué depuis quelques années, le mien aussi. Je t'expliquais que je me posais pas mal de questions sur la manière dont aujourd'hui on analyse et on mesure l'impact des actions RP. On est là pour discuter un petit peu de tout ça. Peut-être qu'on peut repartir de la base et simplement se dire, ok, Oxypress, probablement que beaucoup de gens connaissent sur la forme du monitoring de presse, mais c'est bien plus que ça, et donc je voudrais bien t'entendre là-dessus. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'Oxypress est connu de manière générale pour notre service historique qui est simplement le relevé quotidien de ce qui se dit sur les marques dans les médias, pour le délivrer sous forme de revue de presse que tout le monde connaît. Mais les médias, c'est bien plus que ça. Avec le digital et les réseaux sociaux, les médias se sont densifiés tant dans leur contenu que dans la manière dont il est partagé, qu'il fait que aujourd'hui il fallait pouvoir offrir à nos clients plus, à savoir plus d'intelligence. C'est la raison pour laquelle on a diversifié et fait croître en connaissance notre portefeuille de services sur tout ce qui est analytique et stratégie de positionnement des marques par l'étude approfondie des thématiques dans les médias de manière générale. D'accord, donc outre les revues de presse, il y a le département analyse. Oui. Qu'est-ce que vous avez analysé exactement ? Alors, l'analyse, ça peut aller très simplement dans ce que tout le monde connaît, la valorisation publicitaire des articles, mais ça peut aller dans tout ce qui est analyse des tendances médias, analyse des influenceurs, analyse du positionnement d'une marque dans les médias, analyse de tout un secteur et de son écosystème, analyse de ce que les publics vont consommer comme type d'information au travers des médias, et donc, de par ce fait, l'intérêt des publics. Ok. Moi, je travaille dans une agence de communication pour des clients, des entreprises, des petites et moyennes entreprises, du secteur public. Typiquement, mettons que j'ai des clients à l'année sous forme de retainer. En termes d'analyse d'impact de mes actions, qu'est-ce que je peux proposer à mes clients à partir de... Alors, on peut aller du reporting qui va mesurer toutes les parutions de ton client, et là-dessus, on va les classer en subi et non subi. Donc on va pouvoir mesurer directement le nombre d'articles qui vont directement découler des communiqués de presse ou des actions de presse que tu vas faire pour ton client. Donc c'est un split organique versus pushed, quoi. Tout à fait, okay. C'est ça. Et ça sous forme de reporting pour que l'agence n'ait pas à le faire, puisque ça viendra s'adosser réellement à ton monitoring quotidien que tu peux transmettre à ton client. De par de là, on peut également le valoriser avec différents indicateurs. Pour les indicateurs historiques que tout le monde connaît, qui sont entre guillemets contestés par la MEC à l'heure actuelle, qui sont la valorisation publicitaire, on a également la possibilité d'utiliser notre propre méthodologie qui est les points Mediascore, qui va permettre de donner un
point à l'article, un poids, qui sera calculé sur base d'une formule qui va prendre en compte la place de l'article dans la publication. Est-ce que c'est une première page, un billet d'humeur, est-ce qu'il y a une photo, est-ce que c'est une pleine page, un quart de page? Et en fonction de la localisation de l'article dans la publication, tu vas récolter un certain nombre de points. En fonction de l'audience de la publication, tu vas récolter un autre nombre de points. En fonction de la tonalité de l'article, à savoir est-ce qu'il est positif, négatif, neutre, est-ce qu'il y a différentes thématiques qui sont abordées, d'autres points vont être accordés pour te donner un équivalent total par action de communication en termes de points qu'il sera intelligent de suivre sur la durée. Donc c'est pas une analyse qu'on va faire one shot, c'est plutôt pour accompagner tes clients dans une mesure au long cours. Et c'est des KPI qui sont définis en amont, en accord avec le client, parce que j'imagine, voilà, si on va dire, si je travaille pour un client lifestyle, que j'ai un article dans Trends, il sera coté différemment à contenu égal s'il était traité dans L? Non. Non. En gros, on va orienter par thématique et par cible. Et de là, on va définir les points. Mais la méthodologie attribue toujours le nombre de points en fonction de l'audience. Maintenant, les KPI devront être mis et on mettra en évidence, tiens, le L, ça c'est une top parution. Mais si le client est lifestyle et qu'il y a une publication dans le Trends, c'est certainement que ce sera lié à un événement et ça sera positif quoi qu'il arrive pour ça, même si c'est pas en ligne de mire avec sa propre stratégie de communication à l'heure actuelle telle que vous l'avez établie. Ok. Tu as mentionné l'AMEC, c'est un organisme international qui mesure l'impact des communications. Tout à fait. Vous êtes en relation avec eux, vous en êtes membre, je ne sais pas comment. Nous sommes membres de l'AMEC. Donc si tu as pu voir les derniers guidelines de l'AMEC qui expliquaient les 22 raisons pourquoi il ne fallait plus utiliser la valorisation publicitaire, en gros, on peut être d'accord et les suivre au maximum, mais à l'heure actuelle, au sein du marché belge à proprement parler, on constate que les clients ne sont pas encore tous prêts à faire le pas pour abandonner la valorisation publicitaire. Alors forcément, on peut très bien ne plus le mettre en avant proactivement, mais il faut qu'on se mette d'accord sur une méthodologie qui va satisfaire tant les bureaux PR et les clients également en termes de reporting. Oui, mais ça c'est un petit peu une des 1000 raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, c'est la manière dont vous utilisez un score qui n'est pas qui est propre à vous. C'est vous qui avez développé ce score plutôt qu'un quelque chose qui est plutôt standard, c'est-à-dire les valeurs publicitaires. Ça démontre aussi votre volonté de sortir de cette approche d'équivalence publicitaire. La raison pour laquelle, une des plus grandes raisons, c'est que le ROI d'une action de communication ne se mesure pas à partir du standard qui est la publicité. Tout à fait. Il y a d'autres... l'impact direct sur le comportement même du citoyen, du consommateur est un KPI peut-être plus intéressant. C'est aussi très compliqué et ça devient de plus en plus compliqué puisque beaucoup de marques vont s'orienter vers les réseaux sociaux pour faire leur campagne de communication. Or, à l'heure actuelle, il est impossible de mettre un prix sur un post Facebook ou sur un post Twitter. Or, dans certaines campagnes, ça prend une grosse partie de la visibilité et du budget. Et donc, c'est pour ça aussi que ça devient très difficile de pousser en avant des indicateurs tels que la VE. L'équivalence publicitaire, traduction. L'équivalence publicitaire. Voilà. Voilà. Donc tu abordes le fait que vous monitorez également pas que les médias classiques, mais aussi les réseaux sociaux. Vous appliquez aussi ce Mediascore aux réseaux sociaux ? L'avantage des réseaux sociaux, c'est que contrairement aux médias traditionnels, les données sont très très riches, puisque un post Facebook ou un post Twitter te permet d'avoir des indicateurs tels que le reach potentiel, l'engagement. Donc on peut directement avoir un indicateur de mesure avec le public, ce qu'on n'a pas spécialement dans une publication print, où on a
les impressions, on a des indications comme la circulation ou l'audience potentielle, mais c'est des chiffres qui restent très figés. Tandis que dans les réseaux sociaux, c'est des chiffres qui bougent très vite et c'est l'avantage, c'est de pouvoir avoir ces chiffres très rapidement, ils évoluent dans le temps et ils sont propres à chaque action. Ok. Est-ce que dans les reportings que vous faites, les analyses que vous faites, vous identifiez également les contenus qui pointeraient vers le site web du client? Est-ce que c'est un KPI que vous pouvez identifier? On peut l'identifier, mais c'est pas une demande qui se fait régulièrement de la part de nos clients. D'accord. Bah écoute, moi je pense qu'il y a des agences qui peuvent amener le client oui, on en parlait, la question, voilà, parce que c'est clair qu'un article qui pointe vers le site du client, surtout sur un article en ligne, tu n'es jamais qu'à un clic d'une conversion, et donc c'est au final aujourd'hui, il me semble que pour justifier notre valeur, on va devoir démontrer l'impact sur le business des actions de communication. Est-ce que dans tes clients, tu as les agences RP, on en a parlé, est-ce qu'il y a des agences plutôt médias qui font appel à vous? Oui, et c'est pour quel type de besoin? Alors, les agences médias font appel à nous, parce qu'on sait tous que le modèle des agences médias est en train de se réinventer pour l'instant. Et elles font appel à nous pour le développement d'indicateurs propres pour leurs clients ou pour la détection des tendances. Donc là, on va vraiment être dans système Brand Intelligence où pour conseiller au mieux leurs clients, on a la possibilité d'analyser toutes les tendances médias au niveau contenu pour qu'ils puissent dire à leurs clients, on va faire une campagne sur les SUV par exemple, plutôt que d'abandonner le SUV parce qu'on voit que tant dans l'opinion publique et au niveau des intérêts de la consommation, des consommateurs et des intérêts des médias, ça reste une thématique tout de même tendance. Donc on va continuer à communiquer sur les SUV plutôt que d'arrêter. Et cette étude-là leur permet de mieux orienter la création. Un autre pan, c'est vraiment le retour. On a développé avec Havas Media un indicateur qui est le Cinescore, qui va permettre aux distributeurs de films de vraiment mesurer le taux de conversion tant au niveau trafic dans les salles que visibilité médiatique et mettre en rapport tout cet indicateur pour avoir un reporting vraiment orienté cinéma. Et le taux de conversion, tu l'identifies entre le lien entre ce qui a été vu dans les médias et le trafic en salle, oui, proprement dit? Tout à fait. Une des fois où j'ai fait appel à vos services pour cerner la problématique d'un client, je t'avoue que j'étais assez content parce que ça nous a permis d'identifier toute une série d'enjeux qui pouvaient se présenter pour cette marque. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que vous travaillez lorsque, en tant qu'agence, on est confronté à un pitch et on doit faire un petit peu l'analyse pour dégager les enjeux? Comment est-ce que vous travaillez sur ce type historiquement, donc je parle de ça il y a 5 ans, c'est pas si loin, mais la plupart des acteurs dans le secteur vont prendre les articles qui concernent ce client et les analyser et les catégoriser selon des grandes catégories bien définies. Or, pour un pitch ou pour une analyse d'enjeux réellement, on doit être beaucoup plus global parce que déjà de 1, les médias c'est un écosystème et une marque, ça vit dans un écosystème de tendances sur lesquelles elle n'a pas spécialement la main ou sur lesquelles ça pourrait être une opportunité de communiquer. Or, si on étudie que la marque en elle-même, on occulte un peu cet écosystème. Et donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on va analyser tout le secteur dans lequel la marque va évoluer pour pouvoir détecter les tendances. Et donc, concrètement, on va prendre tout le contenu médiatique, print et online, donc ça fait un sacré paquet de données, qu'on va faire passer dans notre outil, je pourrais te montrer, qui est en fait un algorithme de contextualisation. Et donc, c'est un dictionnaire qui va, sur base de la mention,
ordonner la totalité du contenu de l'article sur 5 niveaux, avec les grandes tendances. On a 13 grandes premières tendances qui sont le sport, le politique, la santé, et là-dessus va s'articuler des sous-catégories qui vont jusqu'à la personnalité. Donc je peux très bien prendre une personnalité politique et en regardant toutes les tendances qui sont liées, voir qui sont ces potentiels compétiteurs de demain, parce qu'ils évoluent dans le même secteur. On a fait une étude sur les panneaux solaires où on peut très clairement identifier qu'il y a fort à parier que Amazon va un jour commercialiser les panneaux solaires par Internet, où il y a réellement une opportunité de communication sur les murs végétales solaires. Et tout ça, ce sont des petites tendances qu'une analyse média de comptage d'articles traditionnels ne pourrait pas donner, tandis que l'analyse du contexte médiatique dans son ensemble, pour aller plus précisément voir l'écosystème de la marque et pas uniquement la marque, permet de te donner. Donc, vous, si je te comprends bien, vos analyses pourraient aller jusqu'à dire, dans votre secteur, il y a une place à prendre dans ce sujet-là, par exemple. Nos analyses font ça. Ouais. Les analyses Brand Intelligence de contexte font ça. Parce qu'on va réellement analyser la totalité du contenu, pouvoir détecter où sont les champs et qui sont inoccupés. Puisque les médias, aussi riches soient-ils, fonctionnent en vase quasi clos, je dirais, puisque une thématique va toujours prendre le pas sur une autre. Donc tu veux dire qu'à un moment donné, il y a un momentum autour de certaines thématiques et les médias, entre guillemets, parlent tous un peu près des mêmes choses. Tout à fait. Mais il y a des sujets émergents, voilà, sur lesquels il est intéressant pour l'une ou l'autre marque de s'y positionner et de s'y positionner à temps. Parce que forcément, c'est la lutte pour la place, c'est le premier qui y est qui va gagner. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si tu peux citer un exemple de thématique que tu as suggéré auprès d'un client et qui s'est retrouvé dans les médias, mais... un positionnement sur les panneaux solaires, sur l'axe économique. D'accord, ok. Mais c'est marrant parce que dans d'autres domaines, on a utilisé certaines de technologies qui étaient plus ou moins similaires, de voir quel type de thématique résonne avec quel profil de visiteur du site internet. Et moi, ce que j'aime bien dans ces approches-là, c'est que nous, en tant que producteurs de contenu, on est bien souvent... au plus tu peux t'ancrer sur des analyses pareilles, au mieux ton contenu sera pertinent, mais impactant aussi. Donc, tout à fait. Voilà. C'est en fait une réelle volonté d'offrir des outils le plus anticipatifs possible à nos clients. Et ça reste encore un gros défi. Mais de un, parce que les marques ne sont pas préparées à utiliser ce genre d'outils, mais n'ont pas conscience que ce genre d'outils existe réellement. Ou bien, il y a encore l'ancienne école qui dit pourquoi aurais-je besoin de ce genre d'outils pour cadrer ma communication ? Or, la communication, les médias ont réellement un agenda. La communication, c'est un métier de professionnel. Oui. Et je pense que parfois, certaines marques ou moyennes entreprises ont tendance à l'oublier, que c'est réellement un métier de professionnel. Il faut s'encadrer d'agences professionnelles pour pouvoir avoir des communications impactantes, pouvoir décerner où sont les bons leviers de communication. Et les agences s'entourent justement de bons outils. L'argent étant le nerf de la guerre toujours, il va falloir que des gens comme moi, et c'est une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui, s'intéressent à l'arsenal d'outils que vous pouvez proposer et qu'on puisse trouver un modus vivendi pour pouvoir rendre votre solution vendable aux clients via notre intermédiaire. Comment est-ce que ça se passe actuellement ? Est-ce que tu as l'impression que tu vends entre guillemets en direct autant que via des agences? Comment ça se passe plus ou moins? Actuellement, Je ne parle pas de la solution entre guillemets basique qui est du media monitoring, mais pour tout ce qui est brand intelligence ou media intelligence.
Comment est-ce que ça se passe exactement? Quels sont les clients qui perçoivent aujourd'hui le plus le potentiel? Oui. Tout ce qui est brand intelligence est plutôt vendu en direct chez le client. C'est encore rare que ça soit sous recommandation réellement de l'agence, parce que certaines agences aiment avoir la main sur leur reporting, mais c'est un reporting et ce n'est pas une note stratégique. Or, cette note de tendance est un outil et un levier très puissant, puisque tu l'as déjà utilisé pour remporter les pitchs et pour construire le plan de communication avec le client. Or ça, c'est pas notre métier, construire le plan de communication d'un client, ça ne le sera jamais. Nous, c'est vraiment outiller au maximum au niveau données. Mais je pense que comme le marché de la communication et du marketing a été un peu secoué ces dernières années, tout le monde cherche un peu sa place. Oui. Et écoute, aujourd'hui, ou plutôt ce week-end, dans l'Écho, il y avait un article sur le fait que les grands cabinets de consultance internationaux achètent des agences de communication spécialisées dans le marketing digital, dans la programmatique, etc. Donc, ils perçoivent aussi le besoin d'intelligence média, un petit peu comme vous. Et donc, il y a aussi pour les gens comme moi la nécessité de faire alliance avec des outils pour pouvoir démontrer la valeur. On a beaucoup parlé de l'impact des actions de communication, en tout cas de la mesure de cet impact. Moi, je pense que le corollaire de l'impact, c'est de pouvoir adapter les stratégies de communication, et je pense que vos outils permettent également de se citer où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Tout à fait. Voilà. Je peux te citer un exemple. On a fait des analyses pour le politique, où on a suivi pendant un temps les tendances médias, et on peut évidemment, avec des outils de brand intelligence, l'étude de ces tendances, pouvoir dire quand ils doivent commencer à se positionner sur certains enjeux, mais surtout quand ils doivent s'arrêter. Parce que chaque thématique a toujours un pic. Il y a un moment où, quand la thématique arrive à un certain seuil, il est plus utile d'investir et d'alimenter cette thématique-là, puisqu'elle survit. Et ça va commencer à décroître, l'intérêt pour cette thématique-là. Évidemment, c'est certain que pour certains acteurs ou sociétés qui sont fortement médiatisés, le fait de suivre en flux tendu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, permet d'adapter très rapidement le plan de communication en fonction des médias. Maintenant, toute entreprise ne doit pas suivre cette systématique de reporting, puisque c'est quand même coûteux, et la majorité de nos clients se satisfont avec un baromètre soit mensuel, soit trimestriel en fonction du secteur, parce que certaines entreprises, c'est des paquebots. Pour leur faire changer de stratégie de communication en cours de route, c'est quasi impossible, donc il n'y a pas d'utilité à avoir un reporting si rapproché. Est-ce que pour pouvoir fournir ce conseil, quelque part, tu parlais de l'exemple du politique où vous avez dit un politique ou un groupe politique que la problématique était mûre, que ça servait plus à rien d'investir. Est-ce que en modèle de collaboration, vous avez des key account managers qui suivent des clients, y compris qui ont un peu le doigt sur les écrans et les dashboards pour pouvoir suivre un petit peu sa problématique, tirer la sonnette d'alarme éventuellement? Comment ça se passe? Alors, c'est pas un key account, c'est un analyste, donc un expert média qui va réaliser l'analyse. On n'est jamais seul à réaliser l'analyse puisque les résultats sont toujours confrontés. Qui va avoir le contact direct avec le client pour pouvoir l'avertir s'il constate une fluctuation qui nécessite d'avertir le client plus tôt. Ouais. Mais ça ne se fait pas au niveau commercial, ça se fait réellement au niveau de la personne qui a le nez dans les résultats. C'est ça, ok. Est-ce que vous utilisez déjà de l'intelligence artificielle pour monitorer les médias, pour fluctuer? Sans pourparler. D'accord. Je suis désolé, mais c'est le grand mot à la mode. Oui. C'est à l'étude. Parce que, en tant que leader du marché, c'est clair qu'on est obligé d'étudier ces pistes-là. Maintenant,
l'intelligence artificielle, j'ai un peu envie de dire que c'est un outil un peu fourre-tout. Donc, à partir du moment où nos analyses transposent déjà dans un outil qui va précontextualiser la totalité du contenu médiatique et déjà nous faire remonter ce qui n'est pas standard, est-ce que c'est déjà de l'intelligence artificielle à partir du moment où la prochaine analyse va déjà enrichir l'analyse suivante? Certains diront que oui, certains diront que non. Mais c'est clair qu'on est en train d'étudier ces pistes-là. Une des questions que je me pose, c'est une question très générale, mais mon travail, c'est de contacter les médias, de leur présenter des contenus par rapport à mes clients. Mes clients, aujourd'hui, ils veulent de plus en plus que ces contenus génèrent des actes d'achat. Et donc, se pose la question de l'influence des médias, l'influence des influenceurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mesurer l'influence des médias, des influenceurs? Alors, on a différentes possibilités. Maintenant, on va surtout voir chaque influenceur ne peut pas être influent sur la totalité de l'opinion publique. Donc déjà, on va faire une étude, quels sont les influenceurs sur la thématique propre aux clients. Et quand on parle d'influenceurs au sens large. Des médias peuvent être influents et prendre des parts de marché sur certaines thématiques où elles n'étaient pas auparavant. Des personnes, blogueurs et également journalistes. Maintenant, la majorité du contenu, proprement parlé, est plutôt fourni et créé au départ de professionnels, de journalistes et de médias professionnels. La part blogueur est vraiment réservée à des contenus très lifestyle plutôt, parce que les réels influenceurs sur la majorité des thématiques, ça reste les journalistes, ça reste les médias traditionnels. Ça, c'est une chose pour la détection d'influenceurs, c'est vraiment analyser le secteur et vérifier quels sont les influenceurs dans ce secteur, nouveaux ou historiques, et vérifier quels sont leurs taux de performance, leurs taux de partage, leurs taux d'engagement surtout. Okay. Puis au-delà de ça, on a aussi la capacité d'aller prendre, comme j'aime à le dire, la porte cachée de Facebook, en n'allant pas, comme la majorité des entreprises de monitoring vont le faire, c'est-à-dire analyser ce qui se dit en termes de contenu, mais nous on va aller analyser en parallèle des tendances médias, ce qui est consommé comme thématique au sein des plateformes appartenant au groupe Facebook. Alors les plateformes appartenant au groupe Facebook, c'est beaucoup plus large que la plateforme bleue que tout le monde connaît, c'est WhatsApp, c'est Instagram et c'est Facebook. Cette même entreprise permet de lier à un compte utilisateur une série d'intérêts qui vont fluctuer au travers des interactions que va faire l'utilisateur avec ces différentes plateformes. On connaît tous l'étude très célèbre qui dit qu'à partir de 10 interactions avec Facebook, Facebook vous connaît mieux que vos collègues, à partir de 100 interactions, Facebook vous connaît mieux que vos amis, et à partir de, je pense, si je ne me trompe pas, 1000 interactions, Facebook vous connaît mieux que votre conjoint. Ouais. Et donc on surfe un peu sur ce constat-là pour pouvoir, en regard des tendances médiatiques, voir comment, mois par mois, l'opinion publique belge, soit clusterisée en groupes sociodémos, soit vraiment l'opinion publique belge, va modifier son contenu consommation média. Quels articles, quelles tendances, quelles thématiques ils vont lire. On peut voir vraiment l'opinion des gens, enfin les intérêts des gens fluctuer en termes de période estivale sur Tomorrowland, et on peut le voir versus l'année dernière, puisque c'est une systématique qu'on a pris de prendre le pouls tous les mois. D'accord. Et ça c'est vendu, j'imagine, c'est les clients qui peuvent venir vous le... Tout à fait. Vous demander un rapport plus ou moins sur mesure, en fonction de leur demande. Tout à fait, c'est vendu, c'est croisé avec les tendances médias. Ça n'est pas vendu à la majorité de notre portefeuille client. Mais quel client s'intéresse à ça ? Ça intéresse beaucoup les clients dans l'automobile, par exemple, ou les marques horlogères. On a plusieurs clients horlogers en Suisse, et ça leur permet de voir vraiment le résultat de leur action
pré- et post-campagne. D'accord. Puisqu'on voit réellement une différence en termes de consommation, des intérêts liés, de leur public cible. Et est-ce que c'est des outils qui permettent, par exemple, d'identifier les thèmes porteurs pour faire des calendriers éditoriaux pour les pages Facebook des gens, pour dire voilà, ou c'est plutôt des analyses a posteriori que des prévisions qui permettent d'identifier les thèmes qui seront porteurs l'été 2018 par exemple? On peut le faire seulement et seulement si c'est inscrit dans une systématique de durée en rapport avec les tendances médias, parce qu'il y a une réelle percolation entre les tendances médias et ça. On le constate vraiment, c'est très lié à l'agenda médiatique, les intérêts. Et là, on va pouvoir voir quelle marque performe le mieux. Mmh. Merci beaucoup Tiffany. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Très peu. D'accord. Je suis plus une adepte de SlideShare. Ah oui, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Outre les nombreux avantages du media monitoring et de la brand intelligence pour identifier les effets des retombées médiatiques, ces outils sont très utiles pour nous guider dans nos stratégies. Les marketeurs doivent cesser de se comporter comme des sociologues amateurs pour se concentrer sur la création de l'offre et du message. Cette phrase est issue d'un des épisodes de Vlan, un podcast marketing génial, et je pense qu'elle s'applique bien au RP. Il y a tant d'outils aujourd'hui pour être mieux à l'écoute de ce qui vit dans notre société, de ce dont parlent les journalistes, de ce qui intéresse nos publics, que l'argent utilisé pour profiter des enseignements de ces outils ne peut qu'être bien investi, puisqu'il s'agit de concevoir des actions et des campagnes pertinentes. À nous de les utiliser et d'en faire profiter nos organisations, en interne ou en agence. Dans le prochain épisode, j'aborderai en détail les Barcelona Principles, ces recommandations guidant l'évaluation des actions de communication définies par l'AMEC, l'Association internationale pour la mesure et l'évaluation des actions de communication. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt. Merci d'écouter Upyarovit. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com/upyarovitpodcast ou via Twitter @upyarovit_podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.